messieurs les membres du jury, mes chers amis, faut-il se contredire pour mieux dire? Empire de Chine, 2e siècle avant Jésus-Christ. Un vendeur d'armes, très renommé, présente 2 de ses produits au roi Qin Shi Huang. Une lance, capable de transpercer n'importe quelle défense, et un bouclier résistant à toute arme. Le roi fit alors remarquer la contradiction évidente dans le discours du vendeur. Comment croire qu'une lance puisse percer toute défense, alors que le bouclier entreposé juste à côté a lui pour caractéristique de résister à toute attaque? De cette histoire vient le mot chinois Maodun, littéralement lance-bouclier, signifiant contradiction ou paradoxe. Dans la langue française, le mot contradiction a lui pour origine étymologique la contradiction en latin, c'est-à-dire l'action de contredire exercée par un contradicteur, notamment au cours d'un procès. Ce contradicteur, qui est aujourd'hui l'avocat, possède intimement, au plus profond de son savoir, l'esprit de contradiction. Autrement dit, il a l'art de mettre systématiquement dans ses actions et dans ses paroles en opposition avec ce que fait ou dit autrui, notamment ses confrères, qu'il adore, surtout quand il les jugule et qu'il obtient ainsi gain de cause. En voilà un paradoxe. L'adversaire est un confrère. Le quotidien de l'avocat est de vaincre les siens. Mais quelle perfidie! La déontologie de l'avocat ne serait-elle alors qu'une chimère? Ou bien la contradiction permanente dans les discours des avocats serait-elle au service d'une bonne justice? En effet, l'audience est un duel judiciaire. Un duel d'avocats contradicteurs. Cette dualité, qui est la contradiction de l'unité, en est aussi la conséquence, car sans contradiction, pas de communication, pas de dialogue, pas de débat. Autrement, il y aurait une pensée unique, voire officielle, imposée par un souverain conformiste. Lors de ce duel judiciaire, la dernière parole est au 3e homme, cher Aristote. Ce 3e homme, c'est le juge, qui après avoir entendu 2 plaidoiries contradictoires, dit le droit. Sa logique est qu'une chose ne peut à la fois être et n'être pas. Donc oui, la contradiction est nécessaire à la diction du droit. Devant le juge, en effet, chaque partie fait valoir ses raisons dans la thèse qu'elle oppose et qu'elle porte à la connaissance de l'autre. C'est le principe du contradictoire. Chaque partie défend ce qu'elle pense être vrai, ou plutôt ce qu'elle pense être juste. Car si l'on ne soulevait que des choses vraies, vous en conviendrez, peu de vérité serait bonne à dire. L'on soulève des choses justes pour que justice soit rendue. L'on ne ment pas toujours, mais l'on cache bien souvent la vérité. Mais si les parties étaient réellement en contradiction, leurs prétentions seraient inconciliables, et l'on ne jugerait que blanc ou noir. Si la contradiction absolue existait, cela signifierait que toutes choses sont mutuellement contraires. Et c'est l'idée défendue par Héraclite. Cette idée était combattue par Platon. Il disait « Être en repos et en mouvement, simultanément, sous le même rapport, est-ce que c'est possible pour la même chose ?» Nullement. La contradiction, en tant que principe donc relatif, sert une cause, la liberté d'opposition, pilier de la démocratie. Qui ne s'est jamais contredit par ignorance, par manque de rigueur ou d'attention? Qui n'a jamais lu un rapport d'expertise constellé de contradictions? Qui ne s'est jamais demandé si l'expert judiciaire était bien en totale cohérence avec nous-mêmes? Parlons-en des experts. Un expert, c'est une opinion. 2 experts, c'est la contradiction. 3 experts, c'est la confusion. Heureusement, on a des conclusions des avocats, la forme est simple, la langue est claire, la pensée est dense. Et ne nous flattons pas trop hâtivement. L'argumentaire écrit contraste de façon parfois comique avec les commentaires tarabiscotés, produits au doigt, parfois émaillés de contresens évidents pour le plus grand bonheur de notre adversaire. Peut-on alors dire que les conclusions consistent à énoncer ce qui devrait être, en feignant précisément ce qui est, quand la plaidoirie décrit ce qui est, en affectant de croire que c'est ce qui devrait être? Je n'ai pas la réponse. Mais autrement dit, les conclusions ne seraient-elles qu'un idéal, alors que la plaidoirie dégage le réel, notamment par le biais des questions des magistrats, ce qui révèle le caractère opportuniste de la contradiction. Ce caractère opportuniste se retrouve dans certains arrêts de la Cour de cassation. Le haut magistrat peut dire blanc un jour, noir un autre.
Selon la portée de la décision, on parle de revirement de jurisprudence ou d'arrêt isolé. On constate alors que la raison participe de la contradiction. Donc, il n'y a point de thèse, d'antithèse générale et absolue dans un même monde. La Cour de cassation se contredit pour mieux dire le droit. Non dans un but de raison pure, mais dans un but de raison pratique, selon la célèbre dichotomie opérée par Kant. Du côté du législateur, la contradiction est presque un leitmotiv. La loi change tous les jours, une nouvelle loi venant en contredire une abrogée. Pour Durkheim, le législateur aurait d'ailleurs été institué pour contredire les mœurs publiques et réagir contre elles. Par exemple, un contrat illicite, contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, est considéré comme dénué de cause par le Code civil. Or, dire que tel événement est advenu sans cause est une proposition contradictoire selon Kant, puisque tout a une cause. Contradictoire en ce sens est synonyme d'absurde, et la démonstration par l'absurde n'est autre chose que la mise en évidence d'une contradiction flagrante. Et ce n'est pas Lewis Carroll qui nous apprendra le contraire. Par le biais du personnage du Chapelet fou dans Alice au pays des merveilles, il fait découvrir à son lecteur la possible logique de l'absurde, ou, dit plus simplement, le langage ne dépend pas forcément de la raison, mais d'une logique. Par conséquent, si la loi déclare nul un contrat sans cause, cela ne répond pas de la logique, mais de la raison. Le contraire de la logique permet alors de dire la raison. Oui, il semble bien qu'il faille donc se contredire pour mieux. Pour pimenter les choses, certaines lois se contredisent et malgré tout coexistent. Retour vers le passé. À Rome, il fut permis au mari de prêter sa femme à un autre. On sait par exemple que Caton d'Utique, dit le jeune, prêta sa femme à Hortensius, avocat de son état. D'un autre côté, un mari qui souffrait des débauches de sa femme, qui ne la mettait pas en jugement, ou qui la reprenait après condamnation, était lui-même puni. Et tout cela est lointain dans l'histoire, aujourd'hui perdu. Or, selon Marcel Proust, les souvenirs sont en contradiction avec la réalité. Et c'est bien là le rôle premier de l'avocat quand il reçoit un client dans son bureau. Démasquer les contradictions dans les souvenirs de celui-ci. Mais le client ne se contredira-t-il pas pour mieux dire, et ainsi permettre à l'avocat de rédiger convenablement ses conclusions. D'éminents écrivains nageaient dans la contradiction lors des phases pré-rédactionnelles et rédactionnelles, voire après la phase de l'édition, avec des corrections agglomérantes au texte, comme ce fut le cas particulier de Montaigne pour les essais. Le plus grand maniaque en la matière fut certainement Flaubert, qui, en un seul jour, écrivait parfois pas plus d'une phrase définitive. Chose s'il en est qu'il est très difficile d'être cohérent avec soi-même, et que le perfectionniste se heurte constamment à la contradiction pour mieux dire sa pensée. Leibniz disait « Nos raisonnements sont fondés sur deux grands principes, celui de la contradiction et celui de la raison suffisante. » L'avocat applique le principe de la contradiction, le juge celui de la raison suffisante. On voit bien ici encore que la raison participe donc de la contradiction. Les deux principes s'unifient pour servir la justice à la recherche d'une réalité véridique. Mais selon Kant, encore lui, tout cela est un point de vue idéal et subjectif, puisque l'expérience et la science positive démontrent que le jeu de logique des lois de l'esprit induisent parfois en erreur l'être humain que le juge. En effet, comment figer dans l'intime conviction une pensée qui naît de la contradiction, qui ne cesse d'évoluer, qui aiguise le désir et précipite l'action? Le sophiste Protagoras, orateur et professeur d'éloquence, ne disait-il pas que sur toute chose, il y a deux discours qui se contredisent l'un l'autre? Comme chacun sait, le plus difficile est de ne pas dire le contraire de ce que l'on peut faire. Je vous remercie.